Salut! Avant toute chose, saviez-vous qu'on avait un podcast? La Réu d'écran large, c'est tous les jeudis sur la plupart des applis de podcast et les 2 derniers épisodes font le bilan du box-office de cet été pour Hollywood. C'est vachement intéressant et j'ai le droit de le dire parce que je suis pas dedans. Bon, revenons à nos moutons. Au tout début des années 2000, Netflix était encore un service de location de DVD en ligne, c'est-à-dire que ça marchait comme un vidéoclub mais sur internet. Netflix était aussi pas du tout en forme financièrement. Donc ils ont rencontré les boss de Blockbuster, la principale chaîne américaine de vidéoclub, et leur ont proposé de les racheter pour la somme de 50 millions de dollars. Ce rachat permettrait à cette méga boîte qu'était Blockbuster d'accélérer son passage au DVD à un moment où la question de la transition se posait. Pourtant, selon le fondateur de Netflix, Mark Randolph, le PDG de Blockbuster, John Antioco, a réprimé un petit rire face à cette proposition. Il s'est un peu foutu de leur gueule quoi. Netflix n'a donc pas été racheté et évidemment aujourd'hui cette anecdote ne manque pas de piquant. Comme vous le savez, pour tenir le coup face à cet énorme concurrent, Netflix a très vite misé sur le streaming. Concept alors assez peu populaire, du moins à l'époque, puisque dans les années 2010, cette manière de regarder des films et des séries a commencé à séduire un public plus large, et à la moitié des années 2010, Netflix était l'une des sociétés et bientôt l'un des studios audiovisuels les plus puissants du monde. Blockbuster par contre a disparu en 2014, complètement laminé par la toute-puissance du web et du streaming, légal ou illégal. Au moment de déposer le bilan, il devait un peu moins se marrer quand même. La SVOD de son petit nom est vite devenue un phénomène qui en est même venu à faire de l'ombre aux salles de cinéma. Et au moment de l'explosion, tous les grands magnats du divertissement se sont regardés et se sont dit la même chose. Hors de question de finir comme Blockbuster. Tout le monde est alors arrivé sur le créneau avec l'espoir de prendre sa part du gâteau. Amazon avec Prime, Disney avec Disney+, Warner avec HBO Max, Max, Universal avec Peacock, et dans cette course, il y a forcément eu des perdants et des catastrophes absolues. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un crash plus impressionnant, plus fulgurant, plus révélateur de l'évolution des pratiques, mais surtout encore plus drôle que la chute de Blockbuster. Vous l'aurez peut-être deviné, on va s'attaquer à la plus grosse blague de l'histoire du streaming, Quibi. Et là, je vous vois venir. Oui, des services de SVOD qui se pètent la gueule, il y en a eu un paquet. Pourquoi Quibi particulièrement? Eh bien parce que l'ampleur du désastre est assez inédite. À l'origine de la chose, il y a ce mec. Il s'appelle Jeffrey Katzenberg et il est très confiant. Each chapter for me, somehow or another, has gotten better than the one before it. And somehow or another, every time, it in fact has occurred. Spoiler, à ce moment, le chapitre suivant de sa vie ne sera pas exactement le meilleur. Quand il parle à Bloomberg, on est en 2019 et il a une carrière impressionnante à la tête de Disney. De plus, il est effectivement l'un des fondateurs de DreamWorks. Il a produit directement ou indirectement une bonne majorité de vos Madeleines de Proust, de La Petite Sirène et La Belle et la Bête à Dragon 2, en passant par Shrek et consorts. Mais surtout, c'est un businessman, comme on dit, qui aimerait beaucoup s'inviter à la fête de la SVOD, qui est alors en train de battre son plein. Tout le monde s'y est mis et il se dit « Pourquoi pas moi ?» Il est toutefois conscient qu'il va lui falloir un gros concept pour se tailler la part du lion. Cela fait déjà quelques mois qu'il a fondé News TV, renommé Quibi, et qu'il démarche divers partenaires avec dans le viseur un lancement en 2020. Et oui, les dates ont leur importance, retenez bien. Il a placé la boîte sur la supervision de cette madame, qui s'appelle Meg Whitman, et qui était la boss de eBay au moment où le site a explosé. Ah bah c'est le business avant tout. Elle est républicaine, il est démocrate, et ensemble, ils vont oublier leurs différences et faire équipe pour ramasser de la bonne grosse tunasse. C'est beau, on dirait presque un programme Quibi. Et c'est à peine une blague, puisque leur stratégie c'était à peu près ça. How do you do, fellow kids? Mais avant de plonger plus profondément dans le concept Quibi, il faut prendre la mesure de l'ampleur de l'investissement. En tout, notre dynamique duo a levé la bagatelle de 1,75 milliard de dollars auprès d'un gros paquet de partenaires, dont beaucoup de studios hollywoodiens comme Disney, Universal ou Warner, et même la BBC qui voulait y proposer une série documentaire. 6 mois avant le lancement, Quibi annonce avoir vendu ses emplacements pub pour la première année. C'est la première année. Pour 150 millions de dollars. Tout le monde semble avoir hyper confiance en le concept de Quibi, et par tout le monde, je veux dire des exécutifs américains cinquantenaires persuadés qu'ils ont su cerner la jeunesse. Alors, c'était quoi Quibi? Where's the car? Greg, where are you? I'll be there in a Quibi. A what? A Quibi. Less than 10 minutes. Next time I got fun.
Oui, alors d'ailleurs ça c'était une pub de 30 secondes diffusée au Super Bowl, soit à peu près 5,6 millions de dollars juste pour la diffusion. Et ouais, Quibi c'est le diminutif de Quick Bites. Si on voulait le traduire littéralement, on dirait courte bouchée, donc Koubou. Ok. Alors, vu les différentes pubs, ils voulaient carrément faire entrer le mot dans le langage commun, comme un tweet, un reel, une story. L'idée, c'est que c'est exclusivement des séries avec des épisodes qui durent moins de 10 minutes. Pourquoi ? Eh bien parce que selon ces commerciaux en costume, les jeunes, ils consomment leur divertissement sur le pouce, sur les toilettes, entre deux selfies. Vous savez, ces jeunes, ils sont toujours sur leur téléphone. De notre temps, on avait un bâton, une orange et 45 minutes de Dallas et on était content. Au 21e siècle, il leur faut du contenu qui se bouffe à l'arrache sur un smartphone. D'où l'intégralité des choix de Quibi, dont cette feature incroyable de pouvoir regarder ta série aussi bien en format rectangulaire qu'en format vertical. Une idée qui a causé un arrêt cardiaque à une bonne moitié des cinéphiles autoproclamés. Vous allez dire, mais ils sont complètement cons. Le contenu court, tout le monde consomme déjà ça sur YouTube et maintenant même sur l'appli du démon, c'est-à-dire TikTok. Et certes, c'est pas les plus connectés de la bande passante, mais ils ont leur raison. Katzenberg se compare lui-même à HBO. Il veut proposer des séries courtes que tu peux regarder en format vertical dans le métro, mais des séries prestigieuses. Et pour ce faire, il n'a pas fait les choses à moitié. Les séries originales Quibi étaient produites par Sam Raimi, Antoine Fuqua, Steven Soderbergh, Guillermo del Toro et même Steven Spielberg. Et surtout, elles avaient dans leur casting Liam Hemsworth, Christoph Waltz, Sophie Turner, Travis Fimmel, Asa Butterfield, Laurence Fishburne, Maika Monroe, Ty Sheridan, Anna Kendrick, Kevin Hart, John Travolta et une ribambelle de mégastars si on ne parle que de la mini-série de confinement Home Movie The Princess Bride. En tout, c'est 1 milliard de dollars qui ont été investis dans le contenu original, ce qui est en dessous des sommes délirantes de Netflix et consorts, mais suffisant pour se faire une place dans le club des gros bonnets de la SVOD. Alors moi à l'époque c'était pour 50 States of Fright que j'avais téléchargé l'appli, la série produite et même réalisée en partie par Sam Raimi, déjà parce qu'il fallait bien que quelqu'un teste à écran large et que je suis une bonne poire, ensuite parce qu'il y avait 3 mois gratuits, et enfin parce que je suis une grosse fanzouze. Voilà. Bon, dans mon souvenir, l'ergonomie de l'appli était pas mal, mais en même temps, heureusement, pour un service 100% mobile. Et la série, bon, ça allait quoi. L'épisode de Rémi était sympa, d'autres épisodes aussi. Le concept, c'était de mettre en scène une sorte de légende urbaine de chaque état américain. Bon, pas de quoi casser les 3 pattes à un canard, Et c'est bien ça le problème. Le peu que j'ai regardé les séries Quibi aussi, entre le méga fade et le vaguement sympathique. Most Dangerous Game avec Liam Hemsworth, c'était censé être l'un des gros arguments marketing de la plateforme. Bon, je suis pas allé au bout, j'avoue, mais le peu que j'ai vu était vraiment... En fait, je crois que je l'ai déjà oublié. J'ai aussi regardé Survive avec Sophie Turner, qui a exactement le même pitch que Le Territoire des loups, sans la subtilité et avec beaucoup moins de loups. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on est quand même très loin de la qualité HBO. Enfin, ils avaient aussi d'autres choses, comme des téléréalités, des émissions d'infos, etc. J'attire particulièrement votre attention sur Barkitecture, une téléréalité où une décoratrice d'intérieur fabrique des mini-maisons pour chiens de luxe. Et ouais, il y avait aussi du contenu de niche. Les séries ont beau avoir été nommées 10 fois aux Emmy Awards, elles n'ont pas vraiment fait parler d'elles, si ce n'est pour souligner leur existence. Et pourtant, ils ont tenté des choses, des programmes interactifs, notamment After Dark, la série créée, produite et écrite par Steven Spielberg himself, exclusivement pour la plateforme. Le concept était assez rigolo, la série ne serait visible que la nuit tombée. Bon, elle n'a jamais vu le jour, lol, sur la plateforme pour la simple et bonne raison que celle-ci s'est pété la gueule avant. Alors accrochez-vous, l'offre de Quibi c'était donc 3 mois gratuits, puis 5 $ avec pub et 8 $ sans. Du coup, forcément, beaucoup de gens ont tenté l'expérience comme moi, sauf qu'au moment de passer à la caisse, il n'y avait plus personne. Un report de The Verge, repris d'une société d'analyse appelée Sensor Tower, indique que seuls 10% des gens qui ont testé le truc en avril ont souscrit après. Bon, évidemment, la boîte elle-même n'a jamais donné les chiffres et l'un des porte-parole du groupe a commenté à Fox Business que ces estimations étaient grossièrement imprécises. Reste que les gens qui s'abonnaient étaient loin d'être légion et de toute manière, c'était pas assez. À l'origine, Quibi prévoyait 7 millions de souscriptions pour la première année, mais après un mois, l'appli avait été téléchargée 2,6 millions de fois selon des analyses externes et 3,5 millions de fois selon la marque. Toujours selon la marque, parmi ces 3,5 millions, il y avait 1,3 million d'utilisateurs actifs. D'après NBC, après 6 mois, le service comptabilisait à peu près 500 000 souscriptions. Bon, ce serait pas mal pour une appli classique, d'ailleurs Quibi s'est pas mal fait remarquer dans les top téléchargements en 2020, mais c'est loin, très loin d'être assez pour une plateforme à 1,75 milliard de dollars. Pour la faire courte,
personne ne regardait Quibi et c'est devenu un mème tellement énorme que même le community manager de Quibi s'y est mis. Et parallèlement aux moqueries d'une bonne moitié d'internet, en interne, ça se foutait sur la gueule. Alors là, je me base sur un article incroyable de Vulture qui rapporte d'abord l'esprit start-up insouciante des débuts de Quibi grâce au témoignage d'un créateur venu pitcher son projet et qui s'est fait rabrouer parce qu'il n'avait pas de mégastar attaché au projet. Et il parle de très grands locaux, de méga vases remplis de bonbons, de centaines de gens qui courent partout. Il compare même ça au loup de Wall Street, le prototype de la start-up persuadée qu'elle va être le prochain gros truc. Tout allait donc bien entre deux parties de ping-pong et jusqu'à ce que ça parte en steak. Toujours selon Vulture, ça se passait mal entre Katzenberg qui était déjà connu pour être pour le moins impliqué dans son travail, disons, et la boss qu'il avait lui-même nommée Meg Whiteman. Celle-ci lui reprochait un comportement dictatorial, et on parle d'une boss de la Silicon Valley qui a fait péter le CA de eBay et participé à la campagne de Mitt Romney. Donc l'humanitaire, c'est bof son truc. Selon les sources de Vulture qui ont été démenties, mais bon, voilà, après une dispute sur de nouveaux locaux, ils auraient créé, je cite, une Corée du Nord et une Corée du Sud avec une zone démilitarisée à ne pas franchir. L'ambiance devait être incroyable, on dirait la rédac quand je lance le sujet Prometheus. Les témoignages d'employés sont magiques. Selon l'un d'entre eux, Whiteman pensait être un génie du marketing et Katzenberg un génie de l'audiovisuel. Et les gens qui bossaient pour eux devaient surtout exécuter leur vision, ce qui les a pas mal saoulés. Bon, je vous parle pas de tous les gros profils qui se sont barrés après des désaccords. Certains comparent même le truc à un Fire Festival du streaming. Bon, évidemment, Whiteman parlait, elle, d'une collaboration bâtie sur la puissance et l'authenticité. Bon voilà, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Qu'importe, en interne, en externe, Quibi s'est éclaté la tronche et est devenu la risée non seulement des internautes, mais aussi de la presse anglophone qui lui en a mis plein la gueule. Ils lui en ont mis tellement plein la gueule que je me suis noyé sous les articles à charge en écrivant cette vidéo. D'ailleurs, j'ai dû couper plein de trucs pour qu'elle soit pas plus longue qu'une série Quibi entière justement. Le 21 septembre, Vox rapportait que la boîte cherchait un acheteur, ce qui allait être coton vu leur descente aux enfers surmédiatisée. Aux alentours du 22 octobre 2021, la sentence tombe dans le Wall Street Journal. Quibi, c'est fini. Et comme toute coqueluche de Twitter, 3 semaines plus tard, c'était oublié. Enfin, pas par tout le monde. Parce qu'au moment de mettre la clé sous la porte, Quibi comportait plusieurs dizaines de séries et programmes originaux destinés par leurs coproducteurs à un grand avenir. Pire encore, certains projets étaient encore en développement. C'est le cas de la série de Spielberg dont je vous ai parlé plus tôt. Et finalement, ça s'est plus ou moins résolu en janvier 2021 grâce à la marque Roku. Roku n'a pas acheté Quibi, mais Quibi Holdings LLC, c'est-à-dire une immense partie du catalogue. Ils ont récupéré la plupart de ces séries et les ont mises en ligne sur leur service de streaming gratuit avec pub. Coût de l'opération, selon Variety et le Wall Street Journal, bien moins que 100 millions de dollars. Petit rappel que tout ce contenu avait été financé à hauteur de 1 milliard de dollars. J'ai pas fait d'école de commerce, mais ça ressemble pas au deal du siècle. A priori, After Dark, donc la série de Spielberg, devrait arriver sur ce service-là, on l'attend encore. D'autres séries ont un peu profité de l'échec pour revenir sous une autre forme. C'est le cas du Survive, qui est sorti chez nous en vidéo il y a quelques mois, et en tant que long métrage. Alors c'est assez marrant parce qu'on voit très clairement le découpage en petits morceaux de moins de 10 minutes. Par contre, c'est presque encore plus nul. Voilà, c'était le Rise and Fall de Quibi, petit ange de la SVOD parti très tôt. Mais reste en suspens la question à laquelle tout le monde a essayé de répondre, avec ou sans moquerie, pourquoi c'était un échec. Alors j'ai déjà parlé des séries qui n'ont pas marqué les esprits, c'est un critère subjectif, mais il faut avouer qu'aucune n'a créé un phénomène tel que Stranger Things pour Netflix, The Boys pour Amazon, ou même dans une moindre mesure Servante et Severance pour Apple TV+. Et on peut quand même dégager des causes factuelles à ça. Peut-être que si ces séries sont si oubliables, c'est parce qu'elles constituent véritablement le bas de panier de ce que proposait Hollywood à l'époque. Un producteur ayant pitché un projet à Quibi l'avouait à Vulture, si t'as un programme qui va tout casser et tu le présentes à Netflix ou HBO, quand t'as un projet pas hyper attractif, tu le présentes à Quibi. Bien entendu, comme le rappelle Jason Blum dans le même papier, beaucoup d'œuvres ont été refusées partout avant de devenir de grands succès. Et Jason Blum, il y connaît un rayon en termes de succès surprise, donc attention à ce raisonnement. Katzenberg et Whiteman sont revenus eux aussi sur le sujet et ils ont un coupable désigné, le Covid. Dans une interview assez désastreuse accordée au New York Times en mai 2020, Katzenberg mettait absolument tout sur le dos de la pandémie. Sa phrase a beaucoup fait rire tout le monde et il s'est rattrapé dans plusieurs interviews après ça, reconnaissant que si le coronavirus avait joué un rôle difficilement quantifiable, il y avait d'autres problèmes. Mais il a probablement raison là-dessus. Quibi a été lancé quand la pandémie a commencé à complètement chambouler les habitudes des gens. Or, l'appli était conçue pour être utilisée dans le métro, à la pause déj. Vous savez, tous ces trucs qu'on a arrêté de faire pour se caler chez soi et binge-watch Friends pour la 50e fois sur
un autre service de streaming. Au lancement, personne n'avait même prévu de créer de quoi lire Quibi sur une télévision. Donc voilà, c'était pas le meilleur timing. Toutefois, il a raison sur un autre point, et bah c'était très loin d'être la seule raison. Et si, en fait, ils étaient complètement à côté de la plaque. Oui, peut-être. Katzenberg prétendait connaître les habitudes des jeunes mieux que les jeunes eux-mêmes. Quant à Whiteman, qui est, je rappelle, la patronne, quand Vulture lui a demandé ce qu'elle regardait à la télé, elle a simplement répondu, je cite, « Oh, je ne me considère pas comme une grande fan de divertissement. What the fuck ?» Et quand ils lui ont demandé sa série préférée, elle a répondu « Grant » sur History Channel. Grant, c'est sur un président américain. Ouais, donc elle aime surtout la politique. On est vraiment sur quelqu'un de parfaitement casté. Bon, on est d'accord que les exécutifs de plateformes de streaming sont pas de grands cinéphiles toujours, hein, pas de gigantesques passionnés. Mais bon, là, c'est vraiment un cas d'école de deux vieux en col blanc persuadés d'avoir tout compris aux habitudes et au goût des millennials. Mais voilà, moi, je suis pile dans la cible. J'ai entre 25 et 35 ans, je scrolle Twitter pendant les repas de famille et j'envoie des mèmes à mes amis alors que je suis à côté d'eux. Et je trouve qu'ils avaient faux, mais sur toute la ligne. Cette histoire de faire du HBO à emporter, mais quelle idée improbable! Déjà, c'est faux de penser que ce que Quibi voulait remplacer était de qualité moindre. Il y a du très bon contenu sur YouTube, hein. Des documentaires, de l'investigation, de vraies séries, des super vidéos de commentaires. Hein. Pourquoi payer pour Spielberg et Rémi quand tu peux avoir Geoffrey Crété qui se moque du bilan comptable du dernier Marvel gratuitement, je vous le demande. Donc voilà, clairement, ces deux-là, ils n'ont jamais vraiment utilisé YouTube. Hein. De même que quand eux avaient cet âge, ils étaient encore au fax et au Minitel, et ça se voit. Les références de Katzenberg seraient America's Funniest Videos, Siskel and Edbert et les vidéos de fitness de Jane Fonda. Anecdote géniale d'ailleurs, hein, Gal Gadot aurait fait le déplacement pour déclamer un discours sur l'envie de porter la voix des jeunes filles et des femmes, et le mec se serait demandé à voix haute si elle pouvait pas devenir la prochaine Jane Fonda en animant une série de sport. Franchement, on dirait un épisode de The Office. Enfin, toujours concernant la concurrence, je pense parler au nom de beaucoup de gens en disant que les vidéos YouTube que je regarde, je sais pas moi, dans le métro en allant à la rédac par exemple, eh bien je les regarde justement parce que c'est du divertissement léger. C'est parfait pour passer le temps entre deux activités. Et quand je vais regarder une série à la HBO, eh ben j'aime me poser sur mon canapé pour me concentrer sur les enjeux. Et même les gens qui ont l'outrecuidance de regarder des grosses séries sur leur post-déj, en général, ils n'ont pas trop de scrupules à utiliser cette technologie contemporaine de pointe qui est le bouton pause. Alors tout le monde a son interprétation des raisons du crash de Quibi, bien sûr, et d'ailleurs n'hésitez pas à donner la vôtre en commentaire, mais dans tous les cas, Quibi est surtout devenu le symbole de ce moment où tout le monde a pris d'assaut le petit monde de la SVOD, tel un crypto-bro claquant 3 SMIC dans un singe moche en NFT. La manne était tellement à la mode que tous les investisseurs de la Silicon Valley se sont jetés dessus, sans forcément polir plus que ça leur concept. Et ça n'a pas duré si longtemps. Rappelez-vous, à l'époque, tous les studios avaient profité du confinement pour justifier le fait de sortir leur blockbuster à la fois en salle et en ligne, histoire de griller les intermédiaires. Sauf que depuis, ils sont beaucoup à avoir revu leur copie. Disney, par exemple, s'est bien rendu compte qu'ils avaient besoin de l'événement que constitue de la sortie d'un film exclusivement en salle pour ne pas perdre leurs spectateurs, sans compter sur la baisse de rythme de production. Bob Chapek, qui est le patron qui avait misé beaucoup sur Disney+, a été remplacé par son prédécesseur. Bref, eux n'ont pas chuté aussi haut que Quibi, mais ils ont dû reconsidérer leurs priorités. La SVOD est devenue un piège, et ce cher Katzenberg est tombé en plein dedans. Et c'est pour ça que, selon moi, et bien que je compatisse avec les employés qui ont de toute évidence passé une année bien pourrie, l'échec de Quibi est un bon signal. C'est peut-être une preuve que le divertissement populaire n'est pas uniquement une affaire d'usage, mais que la sensibilité artistique rentre quelque part en ligne de compte. La preuve qu'on ne peut pas réduire une génération entière à un comportement. La preuve que le futur du cinéma, c'est pas TikTok avec des budgets hollywoodiens. La preuve que les chauves à lunettes avec un nom en Berg devraient arrêter d'essayer de monter des empires. Et surtout la preuve que les investisseurs cyniques n'ont pas encore toujours raison. Je vous laisse là-dessus, n'oubliez pas que pour nous soutenir et nous donner le temps de vous préparer des vidéos du style, vous pouvez nous filer un peu de thunes. Si vous en avez l'envie et les moyens, n'hésitez pas à prendre un abonnement sur le site. Cela vous donnera en plus accès à plusieurs gros dossiers exclusifs par semaine consacrés à des films divers, de Iron Monkey à Babe le cochon devenu berger, en passant par la poursuite impitoyable. On compte sur vous pour dépasser le milliard et engager Tom Cruise comme figurant. À la prochaine!